Chahut Média. Cette phrase je vais la citer, hein, « Nous les vieux, nous ne verrons peut-être pas les luttes décisives de la Révolution imminente ». Ça, il y a déjà beaucoup de gens qui oublient cette citation. Éric Onoble. C'est quelque chose que Lénine a dit le 9 janvier 1917, alors qu'il faisait une conférence anniversaire du début de la Révolution de 1905. Clairement, à ce moment-là, Lénine se retrouve très minoritaire. Je rappelle que la majorité des socialistes soutiennent la guerre, chacun dans son pays. Il est exilé. Le Parti social-démocrate russe est scissionné. Donc Lénine est à la tête d'une des branches de la scission, la branche bolchevique. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il est dans une situation qui n'est pas évidente. Échec, moi je dirais pas ça, parce que justement, la suite de son exposé, c'est de dire « Mais je crois pouvoir exprimer avec une grande assurance l'espoir que les jeunes qui militent si admirablement dans le mouvement socialiste de la Suisse et du monde entier auront le bonheur non seulement de combattre dans la révolution prolétarienne de demain, mais aussi d'y triompher ». C'est-à-dire qu'il se positionne peut-être pas comme quelqu'un qui va diriger une révolution et il est étonné comme tout le monde quand le tsarisme est renversé en 3 jours, mais par contre il se positionne comme quelqu'un qui peut transmettre les idées qui permettront à cette révolution de gagner le jour où elle se produira. La révolution. On tend vers elle maintenant. Mais avant de montrer comment elle éclate, finalement, en Russie, en février 1917, forçant les exilés politiques présents en Suisse à imaginer en urgence les conditions de leur retour, on va raconter ce qui a précédé. Comment la géographie révolutionnaire s'est réorganisée en Suisse après la révolution ratée de 1905. Comment une frange de révolutionnaires déterminés à ce qu'advienne le grand soir a préféré le terrorisme aux grandes théories social-démocrates. Mais aussi comment des femmes, certaines inscrites à l'avant-garde du mouvement féministe, ont participé à l'avènement de la Révolution. Événement capital qui prit de court les leaders bolcheviques, rongeant alors leurs freins à Berne ou à Zurich. Vous écoutez Que tombe le tsar, une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Hamacher. 4e épisode, Sidération. Début du XXe siècle, pourquoi est-ce que les révolutionnaires issus de l'Empire russe choisissent encore et toujours la Suisse ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour la Suisse. La première raison, c'est que il y a, pour les révolutionnaires qui partent, déjà des communautés et donc des réseaux qui permettent de venir. Mais une des raisons principales, c'est la sécurité politique qu'offrait la Suisse. François Alisson, maître d'enseignement et de recherche, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne. Puisque la Suisse, tant qu'on respectait les lois locales, tant qu'on ne pratiquait pas d'activité révolutionnaire en Suisse contre la Suisse, était assez libéral, et surtout c'était un des pays en Europe qui expulsait le moins les ressortissants à la demande des empires voisins. Et même s'il y a des exceptions, qu'il y a eu des périodes un peu plus dures, mais disons, alors que Paris pouvait offrir une vie et des cercles révolutionnaires peut-être plus intéressants, on était sûr d'y rester moins longtemps et de s'en faire expulser rapidement. La plupart de ces révolutionnaires sont des révolutionnaires anti-impérialistes avant la lettre, même si, alors voilà, on trouve plein de textes qui
montre un peu de chauvinisme pour un empire sur un autre. On a l'impression, en parlant de révolutionnaires, de parler de gens très progressistes sur toutes les questions. Et ils l'étaient, notamment le mouvement féministe russe était important. Mais par exemple sur la question juive et l'antisémitisme était très présent dans pas mal de factions révolutionnaires. Ces gens viennent d'un empire qui a un espace en comparaison duquel la traversée de la Suisse ressemble à une promenade de banlieue. Jean-François Fayet, professeur ordinaire d'histoire contemporaine, Université de Fribourg. Et d'autant plus que les conditions de transport sont favorables en comparaison de ce qui existe. Donc ce qu'ils aiment en Suisse, c'est la possibilité de se déplacer. Ils ne sont pas du tout enfermés dans des pratiques cantonales. Effectivement, ils se déplacent beaucoup. Ce qui est intéressant, peut-être dans une forme de recomposition géographique de la Suisse russe, à partir de 1914, on le voit, en réalité, il y a beaucoup moins d'attrait pour la Suisse romande au sein de la nouvelle génération. En gros, on dirait que les marxistes russes, les socialistes révolutionnaires, ils aiment vraiment Genève. C'est là où ils sont le plus nombreux dans la longue durée. Ce qu'on voit, c'est que les ressortissants d'origine polonaise, que ce soit des socialistes polonais favorables à l'indépendance de la Pologne, ou à l'inverse, ce qu'on appelle le PPS Lewicka, qui sont beaucoup plus révolutionnaires, ou la social-démocratie du Royaume de Pologne, qui sont totalement hostiles à l'indépendance de la Pologne, comme Rosa Luxembourg, ils préfèrent Zurich. Et on voit que la jeune génération des révolutionnaires, par exemple Piatakov ou Boukharine, mais aussi on peut parler parmi les Polonais qui vont rejoindre, qui sont proches de Rosa Luxembourg, quelqu'un comme Karl Radek. En fait, ce sont des gens qui privilégient nettement l'allemand. Ce sont des gens qui ont une passion allemande. Hein. Vraiment, ce sont des gens qui sont des internationalistes. Pour eux, la révolution, elle va avoir lieu en Allemagne. Hein. C'est vraiment là que ça se passe. Le 5 septembre 1914, nous pénétrâmes enfin sur le territoire suisse et nous nous dirigeâmes vers Berne. Nous n'étions pas définitivement fixés sur le lieu de notre séjour en Suisse, nous hésitions entre Genève et Berne. Illich était attiré vers nos anciennes pénates, vers Genève, où il avait si bien travaillé dans le temps à la société de lecture, où il existait une bonne bibliothèque russe. Mais les camarades de Berne nous assuraient que Genève avait complètement changé d'aspect, qu'un grand nombre d'émigrés russes venus d'autres pays, surtout de France, s'y étaient installés et qu'il y avait un tohu-bohu incroyable. Sans prendre une décision définitive, nous louâmes une chambre à Berne. Illich écrivit aussitôt à Genève pour savoir s'il y avait là des personnes qui partaient pour la Russie et dont on pourrait se servir pour nos liaisons avec le pays. Il voulait aussi savoir si l'imprimerie russe de Genève existait toujours et s'il n'y avait pas un moyen d'éditer là-bas des feuilles et des tracts en russe. Nadejda Krupskaya, Ma vie avec Lénine, 1893-1917. Édition Payot, 1933. Et les anarchistes, hein, qui aiment bien sûr, qui ont bon goût, ils aiment le Tessin, ils aiment plutôt se réfugier. Vous savez que même à Monte Verita, en fait, ce lieu, il y a une maison russe. On voit qu'il y a une sorte, on pourrait faire une sorte de géographie des courants politiques qui ont bien sûr des préférences. On sait par exemple les socialistes révolutionnaires, ils sont assez nombreux, eux, dans le canton de Vaud. Il y a notamment l'un d'entre eux qui a fondé une bibliothèque hein, qui s'appelle Nicolas Roubakin. Le canton de Vaud, jusqu'à présent dans cette série, on n'y a pas mis les pieds. Nos affaires nous ayant principalement retenues à Genève ou à Zurich. Mais Vaud, on va y faire un stop maintenant, et cela dans un endroit bien particulier, Bougie. Bougie, c'est... Vous avez Montreux, à côté, vous avez Clarens, et au-dessus de Clarens, il y a une sorte de plateau en pente où il y avait à l'époque quelques villages isolés. Alain Campiotti,
journaliste, auteur de l'ouvrage « La Suisse bolchevique, récit du siècle rouge » paru en 2017. C'est là que Rousseau implante la Nouvelle Héloïse. Et puis je pense moi, que ça a attiré beaucoup d'admirateurs de Rousseau. Beaucoup de Russes sont venus ici. Tolstoï, Dostoïevski. Voilà, alors il y a eu une attraction littéraire, si je dis, autour de Bogy. Surtout, en 1907 est venu à Bogy un homme qui s'appelle Nicolas Roubakine. Et pour cette histoire-là, c'est vraiment l'élément important. Nicolas Roubakine était le fils d'une bibliothécaire très connue à Saint-Pétersbourg qui avait ouvert une grande bibliothèque là-bas. Son fils a pris sa succession, mais il était en même temps l'ami du frère de Lénine, de Alexandre Oulianov, qui a été exécuté à la suite de l'attentat contre le Star, où on l'a accusé d'avoir été mêlé à ça. Par ailleurs, dans ses activités d'héritier de la bibliothèque et des bibliothécaires, il a collaboré avec Nadia Krupskaya, la femme de Lénine. Bon, ce type, à cause de ses connexions avec les révolutionnaires, il a dû quitter la Russie. Il est venu à Genève d'abord, puis ensuite, très tôt, il est allé s'installer à Bogy. Et il s'est installé là, il a recréé la bibliothèque ici, et c'est devenu une sorte d'aimant culturel pour les Russes, une bibliothèque russe, naturellement. Et parmi les gens que l'on trouve à Bogy, dans l'entourage de Nicolas Roubakine, il est une certaine Inès Armand. Alain Campiotti lui a consacré de larges pages dans son ouvrage de référence, La Suisse bolchevique, paru en 2017. Inès Armand, c'est avec elle alors que notre récit se poursuit. Inès Armand, en fait, c'est une Française qui s'appelle Elisabeth Inès Pêcheux d'Herbanville. C'est pas mal comme nom. C'était la fille de comédien, mais de comédien dont la vie était un peu bousculée, compliquée, comme celle de tous les comédiens. Et puis, à un certain moment, quand elle était enfant, ils l'ont placée chez une tante à Moscou. Sa destinée, après, est devenue russe. Au moment de se marier, elle a épousé un type qui s'appelle Alexandre Armand. Et puis, elle a eu 4 enfants avec lui. Elle est devenue peu à peu sensible aux idées révolutionnaires, son mari aussi. En 1905, elle participe à la Révolution. Ensuite, il y a une continuation de l'agitation. En 1907, elle est arrêtée, déportée près d'Arkhangelsk, dans le Grand Nord. Donc, elle parvient à s'échapper et elle vient en France. Bien qu'elle soit encore très liée à son mari et à ses 4 enfants, elle devient la maîtresse du frère d'Alexandre, Volodia. Avec Volodia, elle a un autre enfant. Elle vient à Bogy pour accoucher sur la Riviera de son nouvel enfant, Andrei. Maintenant, elle est exilée parce qu'elle ne peut pas rentrer, donc elle vit, puis elle va à Paris finalement. Et à Paris, elle fait la connaissance de Lénine. Et elle entre dans l'activité de la section bolchevique à Paris, qui est assez active. Elle a un rôle dans le parti et elle devient la maîtresse de Lénine. Ça, dans l'histoire officielle du bolchevisme, ça n'apparaît pas, mais les lettres d'Inès qui sont connues sont explicites. Chez Inès Armand, il y avait une réflexion sur la condition féminine et sur l'émancipation féminine. Alain Campiotti. Quand ils étaient à Berne, elle a proposé à Lénine de rédiger un petit essai sur la liberté sexuelle et sur l'amour libre. Ouais. Elle a rédigé un projet d'essai qu'elle a envoyé à Lénine. Lénine lui a écrit une lettre, il était furibard. Inès Armand, après la réponse un peu courroucée de Lénine, lui a répondu, a argumenté. Est-ce que les baisers passionnés dans un couple non marié ou d'amants qui se rencontrent ne sont pas plus valables et plus importants que des baisers sans amour dans le couple marié ?
il lui fait une nouvelle réponse lorsqu'il est vraiment pas d'accord. Il discute ces histoires de baisers dans le couple, non marié, pas marié. Puis surtout, il dit, mais non, ton histoire d'amour libre, finalement, c'est une bourgeois. C'est pas prolétarien. Et puis il dit surtout, si tu écris ça, on risque d'utiliser ce que tu dis contre nous. Et c'est contraire à la morale qui règne dans le milieu bolchevique. Même une passion et une relation intime passagère sont plus poétiques et plus naturelles que les baisers sans amour d'un couple marié, vulgaire et superficiel. C'est ce que tu écris. Et c'est ce que tu as l'intention d'écrire dans ta brochure. Très bien. Mais le contraste est-il logique ? Les baisers sans amour dans un couple vulgaire sont poisseux, je suis d'accord. Il faudrait leur opposer quoi ? Des baisers avec amour ? Comme tu les différencies de la passion ? Pourquoi pas amour, passagère ? Pourquoi passagère ? Logiquement, on comprend que les baisers sans amour, passagers, sont différents des baisers sans amour de personnes mariées. Étrange. Pour une brochure populaire, ne vaudrait-il pas mieux distinguer le mariage sans amour, vulgaire et poisseux, d'intellectuels paysans philistins, du mariage civil prolétarien avec amour ? En ajoutant, si tu insistes absolument, que les relations intimes de la passion, elles aussi, peuvent être répugnantes et peuvent être bonnes. Lénine à Inessa Armand. Je dirais, elle a surtout donné de sa personne comme femme engagée dans un mouvement révolutionnaire. Juste au moment de la Révolution, Lénine l'envoie en mission en France. Et puis c'est indélicat parce que la France est engagée contre la Révolution russe, contre la Révolution bolchevique. Puis là, elle est arrêtée en France, elle est enfermée au fort de Saint-Malo. Elle paye de sa personne comme militante, si vous voulez. Entre idéal bolchevique et revendications féministes, peut-on parler d'une relation tumultueuse ? Je dirais que pour commencer, il faut rappeler la façon dont les marxistes, dès la fin du XIXe siècle, ont pensé en fait l'émancipation féminine. Corinne Amacher, professeure ordinaire d'histoire russe et soviétique, Université de Genève. Et dans ce débat, une femme a joué un rôle central, c'est la marxiste allemande Clara Zetkind. Très tôt, en fait, Clara Zetkind s'est opposée au féminisme, c'est-à-dire en mouvement des femmes pour les femmes. Et pour elle, les grandes luttes des féministes de la seconde moitié du XIXe siècle, l'accès à l'éducation, le suffrage féminin, ça, ce ne sont pas des priorités pour les ouvrières. Et le plus important pour les ouvrières, c'est l'émancipation sociale et économique. Or, les féministes sont souvent issues des classes privilégiées et elle dit, Clara Zetkind, ces femmes n'éprouvent aucune solidarité pour les travailleuses. Et donc, dès 1908, à savoir après la création de l'Internationale socialiste des femmes en 1907, dont d'ailleurs Clara Zetkind devient la présidente, eh bien, un peu partout en Europe, on a des organisations de femmes socialistes qui vont émerger et on peut dire que c'est, au fond, l'entrée du féminisme dans le mouvement ouvrier. Mais attention, c'est un féminisme qui se distancie de façon radicale, en fait, de ce que les marxistes vont appeler, avec une dose de mépris, le féminisme bourgeois. Et c'est d'ailleurs à l'initiative de Clara Zetkind qu'une journée internationale des femmes est créée en 1910. Et si Clara Zetkind, elle introduit en fait dans la résolution sur l'organisation de cette journée la question du suffrage féminin, qui n'était pas du tout un point central pour les partis socialistes, eh bien, c'est en fait un peu pour couper l'herbe sous les pieds des féministes, dites bourgeoises. Parce que ces féministes dites bourgeoises, elles luttent aussi quand même pour l'amélioration des conditions de travail des ouvrières, et donc on redoute un peu leur influence. Et donc, si on parle, ça c'est au niveau, disons, international, mais si on prend la Russie, la première personne qui aborde la question, en fait, des femmes d'un point de vue marxiste, en fait, c'est Nadezhda Krupskaya, dont le mari est Lénine. Et en 1899, elle rédige une brochure qui s'intitule « La femme travailleuse », en russe « Zhenchina Rabotnitsa », dans laquelle elle décrit en fait la terrible condition de travail des ouvrières et des paysannes de Russie, et elle appelle à l'émancipation générale, considérant que c'est la seule capable de libérer, disons, les femmes opprimées.
C'est le premier texte marxiste adressé aux femmes par une femme et qui va d'ailleurs amener les marxistes russes à s'intéresser à la question féminine. Ensuite, deuxième étape, entre la révolution de 1905 jusqu'à la Première Guerre mondiale, on est dans un moment, disons, de politisation rapide du mouvement du prolétariat russe. Eh bien, il y a une femme qui va porter, disons, le mouvement prolétaire des femmes. Cette femme, c'est Alexandra Kollontai, qui est aussi une marxiste. Mais attention, là encore, Alexandra Kollontai, elle ne se considère pas du tout comme une féministe. Et dans son ouvrage, elle publie un ouvrage très important en 1908 qui s'appelle « Les bases sociales de la question féminine ». Qu'est-ce qu'elle fait dans ce texte ? Elle critique de façon très très virulente en fait le féminisme des femmes bourgeoises. Qui elle cible ? Elle cible toutes les femmes qui, en Russie, depuis les années 1860, se sont battues pour l'émancipation des femmes, pour leur accès à des études supérieures et puis pour la revendication du suffrage féminin. Corinne Amacher. Mais elle agit dans un contexte d'hostilité à l'intérieur du parti bolchevique. Parce que ses camarades, des femmes aussi, considèrent en fait que tout travail politique qui cible spécifiquement les femmes, on tombe dans le féminisme. Et donc, il faut attendre la Première Guerre mondiale, et en fait très précisément 1913, pour que Lénine lui-même donne des instructions pour la publication d'une revue spéciale, une revue qui s'appelle La Travailleuse, la Rabotnitsa, dont le but de cette revue doit être en fait la défense universelle des intérêts du mouvement des femmes ouvrières. C'est la première fois que dans le Parti communiste russe, on a une entreprise officielle à l'égard des femmes qui est portée en fait par deux femmes qui sont évidemment très proches de Lénine et qui l'ont vraisemblablement influencé, Nadezhda Krupskaya et Inessa Armand. Ce sont deux femmes qui deviendront, après octobre 1917, avec Alexandra Kollontai, les figures majeures de l'émancipation des femmes, donc déjà une véritable politique étatique, mais strictement encadrée par le parti. Les féministes voient les hommes comme leur principal ennemi, puisque les hommes ont injustement gardé pour eux tous les droits et privilèges, ne laissant aux femmes que des chaînes et des devoirs. Pour elles, une victoire n'est remportée que lorsqu'une prérogative autrefois réservée au sexe masculin est concédée au beau sexe. Les travailleuses, les femmes prolétaires ont une autre attitude. Elles ne voient pas l'homme comme leur ennemi, leur oppresseur. Au contraire, elles pensent que les hommes sont leurs camarades, qu'ils partagent avec elles les corvées quotidiennes et luttent avec elles pour un avenir meilleur. Les femmes et leurs camarades masculins sont asservis dans les mêmes conditions sociales. Les mêmes chaînes honnies du capitalisme oppriment leur volonté et les privent des joies et des charmes de la vie. Il est vrai que les aspects spécifiques du système actuel font reposer un double poids sur les épaules des femmes, comme il est aussi vrai que les conditions du travail salarié font des femmes des rivales, des concurrentes des hommes. Mais dans ces conditions défavorables, la classe ouvrière sait qui est coupable. Un extrait de Les bases sociales de la question féminine, Alexandra Kollontai, 1909. Inessa Armand, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, des femmes d'exception. Et si ces figures remarquables s'étudient aujourd'hui pour avoir théorisé la libération des femmes dans une société patriarcale, d'autres femmes révolutionnaires ont préféré l'action directe pour faire acte de justice politique. Dans cet épisode, on s'intéresse maintenant en particulier au cas fameux d'une jeune révolutionnaire russe, Tatiana Leontieva, autrice d'un attentat à Interlaken en 1906. Au même titre que l'affaire de la rue Blanche en 1905, qui avait vu un étudiant en chimie et révolutionnaire faire exploser une bombe artisanale dans une chambre de la Karouchka, l'attentat commis par Tatiana Leontieva allait considérablement changer l'attitude des autorités et de la population suisse vis-à-vis de la diaspora russe installée sur son sol. Qui était Tatiana Leontieva ? Corinne. Alors Tatiana Leontieva, c'était la fille unique d'un général, donc d'un homme important dans l'Empire russe, qui deviendra d'ailleurs vice-gouverneur d'une province russe, en Sibérie. La professeure Corinne Amacher.
Donc Tatiana Leontieva, elle est riche, tout le monde dit d'elle que c'est une fille qui est jeune, belle, elle fréquente les bals, rien qui la dispose à devenir une terroriste, en fait, une révolutionnaire, mais voilà, on l'envoie faire ses études secondaires dans un pensionnat en Suisse, à Lausanne, puis ensuite elle rentre à la faculté de médecine, 1903-1904, et puis là, elle fréquente d'autres étudiants et étudiantes russes, et c'est à ce moment-là qu'elle entre dans le Parti socialiste révolutionnaire, donc qui est un parti terroriste. Tatiana Leontieva va alors quitter la Suisse pour aller à Saint-Pétersbourg. Pourquoi ? Parce qu'elle va intégrer le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire. Alors, elle se fait arrêter une première fois à Saint-Pétersbourg, au moment d'ailleurs où il y a une rafle qui touche une grande partie du groupe. Et en fait, la police a trouvé sous son lit une valise remplie de bombes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Son père, parce qu'il a ses entrées à la cour, va réussir à la faire sortir de prison et à la faire déclarer psychiquement malade. Les parents se portent garant d'elle. Ils vont l'emmener où ? À Genève. Et elle s'installe d'ailleurs à Genève, à Lancy, avec sa mère. La seule chose que Tatiana Leontieva veut faire, c'est reprendre la lutte. Et donc, cette fois, elle va adhérer pour différentes raisons à un groupe terroriste socialiste révolutionnaire encore plus maximaliste que le précédent. Et puis donc, en août 1906, elle s'installe dans une chambre, dans un hôtel, l'hôtel Jungfrau à Interlaken. Elle se fait passer pour une riche anglaise. En soir, elle descend au restaurant. Elle s'installe près d'une table qui est occupée par un homme âgé qui s'appelle Charles Muller. Et puis, elle tire 3 coups de feu sur lui. Donc, elle l'abat. On l'attrape, elle se laisse faire. Elle dit qu'elle est russe, que son comité lui a ordonné de se venger, en fait, d'un ministre russe qui s'appelait Dournovo et qui était une grande cible des révolutionnaires à cause des répressions qu'il menait contre la jeunesse révolutionnaire en Russie. Et là, tout le monde se rend compte de l'horrible méprise, de la terrible erreur parce que le pauvre homme, c'était pas le bon. Lui, en fait, c'était un rentier français qui venait chaque année se faire soigner à Interlaken. Et effectivement, Dournovo avait passé quelques jours à l'hôtel à Interlaken une dizaine de jours plus tôt, mais il était parti un peu plus vite que prévu parce qu'on l'avait averti qu'il y avait quelque chose qui se tramait contre lui. Les conclusions des experts. Le rapport des médecins aliénistes, messieurs les docteurs Kraft et Bing, aboutit aux conclusions suivantes. L'accusée était au moment de l'attentat consciente de son acte et de sa culpabilité. Elle n'était pas alors en état d'aliénation mentale. Elle était intellectuellement bien développée et actuellement physiquement saine. Par suite de tares héréditaires, son système nerveux ayant toujours été facilement irritable, elle a été atteinte, il n'y a pas longtemps, de dérangement mental. En conséquence, elle était à un haut degré prédisposée à réagir avec passion aux circonstances anormales et à devenir un membre convaincu du parti terroriste. Le fait que sa nature psychopathique a livré Tatiana Leontieva uniquement au courant révolutionnaire a été de nature à diminuer son libre arbitre. Elle a donc commis le fait incriminé en état de responsabilité atténuée. L'Impartial, journal quotidien et feuille d'annonce, La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 mars 1907. Alors, est-il vrai que la police secrète russe aurait eu connaissance du projet d'attentat et aurait dirigé Leontieva contre une autre personne afin de provoquer par cet assassinat absurde des mesures contre les activistes russes émigrés en Suisse? Disons que ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti socialiste révolutionnaire, il était complètement infiltré à cette époque. Il y avait un agent provocateur qui est très très célèbre dans l'histoire révolutionnaire russe, dans l'histoire du Parti socialiste révolutionnaire. Il s'appelait Evno Azev. Et lui, il avait intégré le Parti socialiste révolutionnaire dans les années 1890. Il était même entré dans son comité central. Et d'ailleurs, en 1903, il a une adresse officielle à Genève, ce qui montre d'ailleurs l'importance de cette ville comme plaque tournante russe, mais aussi le lieu où se trouvent les traîtres des partis. Et d'ailleurs, il habitait au 8 rue de l'école de médecine, à plein palais donc. Et c'est lui, Evno Azev, qui permet l'arrestation de très nombreux terroristes, mais en même temps,
il participe à de nombreux attentats. Donc il a ce double jeu tout le temps. Mais pour revenir à Tatiana Leontieva, alors il est possible qu'il était au courant et même qu'il ait participé à l'organisation de cet attentat pour provoquer des mesures contre les révolutionnaires russes en Suisse. On ne sait pas trop. « 1903, 1905, 1906, maintenant, depuis le début de cet épisode, on se dirige vers le point de bascule où plus d'un demi-siècle de lutte révolutionnaire, de théories, de combats d'idées, d'engueulades terribles et de bagarres monstres allait déboucher finalement vers l'objet d'un désir immense qu'on savait avoir touché du doigt lors des événements de 1905, mais qu'on n'imaginait pas pouvoir embrasser de son vivant. La révolution, la vraie, celle par laquelle va tomber le tsar, celle qui change tout. En septembre 1915, on s'y prépare toujours au grand soir dans les cercles politiques russes en Suisse. Alors que l'Europe est en guerre depuis 13 mois, à Zimmerwald, charmant village du canton de Berne, se tient la première conférence socialiste internationale depuis l'effondrement de l'Internationale socialiste en août 1914. Parmi les participants, Lénine et Trotsky. Dans ces conférences, en fait, qui rassemblent de fait que les gens qui ont échappé à la guerre, qui sont contre la guerre, en réalité, Lénine et ses partisans, il envoie sa femme, Krupskaya, il envoie son amante, Inessa Erma, il envoie la femme de Zinoviev, qui défendent ses thèses, ils sont extrêmement minoritaires. Le professeur Jean-François Fayet. Mais pour la première fois, on voit que se constituent des mots d'ordre dans des organisations socialistes de femmes, de jeunes. Puis dans le prolongement, en fait, va avoir lieu ce mouvement, en fait, les deux célèbres conférences de Zimmerwald en septembre 1915 et de Kiental au printemps 1916, donc la première à proximité tout proche de Berne, la seconde dans l'Oberland bernois, et c'est dans le cadre de ces conférences qui ont été initiées par Robert Grimm que vont se rassembler en fait tous les socialistes qui sont opposés à l'effort de guerre, c'est-à-dire au soutien de leur gouvernement dans la guerre. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que les Russes représentent plus de la moitié en fait, de ces opposants à la guerre. Donc, il y a une sorte de surreprésentation des Russes et ils représentent les 2/3 de ceux qu'on appelleront la gauche du mouvement de Zimmerwald, de ceux qui veulent pas simplement s'opposer à la guerre, mais transformer la guerre en une guerre civile pour faire la révolution, c'est-à-dire les quelques partisans de Lénine, ils sont extrêmement peu nombreux. Donc, Berne, c'est un lieu qui va être très important dans la reconstitution d'une sorte de réseau international. Ces gens vivaient par le biais de l'international, puis depuis le déclenchement de la guerre, ils se retrouvent tout à fait isolés. En revanche, faut pas s'y tromper, il y a beaucoup de désaccords entre eux, y compris parmi les Russes. Une majorité des conférenciers de Zimmerwald veulent à tout prix préserver l'unité du Parti socialiste dans chaque pays. Éric Honoble. Et préserver l'internationale, même si de fait elle n'existe plus, vu qu'elle est composée maintenant de gens qui appellent à la guerre les uns contre les autres. Mais en même temps, les partis socialistes avaient été tellement difficiles à monter et avaient rencontré une telle répression, même dans les pays démocratiques, qu'il y avait des scrupules à balancer ça par-dessus bord. Il y a une autre tendance un peu moyenne qui va dire non, il faut agiter les adhérents au sein du mouvement socialiste pour les amener sur des positions anti-guerre. Et enfin, Lénine lui dit non, le mouvement socialiste tel qu'il est, il est mort, il était trop pourri, il est devenu collaborateur des capitalistes et des gouvernements, il faut créer de nouveaux partis et même les appeler des partis communistes pour bien faire la différence et créer une nouvelle internationale. Ça va permettre à Trotsky de mettre un peu tout le monde d'accord, alors que Lénine est sur des positions trop radicales pour mettre les gens d'accord avec lui. En même temps, Lénine va accepter la rédaction du manifeste de Zimmerwald proposé par Trotsky, et qui est quand même très radical pour une Europe en guerre, et je rappelle une Europe où la majorité, malheureusement, des opinions publiques reste pour la guerre. Et je terminerai en citant ce manifeste. Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de cette guerre, une chose est certaine,
la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l'impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation de vivre de l'exploitation du travail humain et de l'exploitation des richesses naturelles de l'univers. Le lendemain du retour d'Illich, nous entreprîmes une ascension au Rothorn. Nous y grimpâmes avec un appétit glorieux, mais lorsque nous nous trouvâmes au sommet, Illich se mit soudain par terre dans une posture très peu commode, presque dans la neige, et s'endormit. Les nuages envahirent l'horizon, puis ils se déchirèrent, laissant voir un magnifique panorama des Alpes, tandis qu'Illich, lui, continuait toujours à dormir comme un mort, sans bouger. Il dormit plus d'1 heure. On voyait que Timmerwald avait passablement esquinté ses nerfs et avait ébranlé ses forces. Il fallut plusieurs jours de marche dans la montagne et de repos dans l'atmosphère de Sörenberg pour qu'Illich se remît enfin. Nadezhda Krupskaya, Ma vie avec Lénine, 1893-1917. Édition Payot, 1933. Février 1917. En Russie, l'hiver est rude, la nourriture manque, la guerre a épuisé la population. Des grèves éclatent dans les usines. Le 23 février, lors de la Journée internationale des femmes, des manifestations ont lieu où l'on réclame du pain. Des hommes se joignent au cortège. On est bientôt près de 100 000 à battre le pavé. La police s'en mêle, les premières rixes éclatent. Les jours suivants, les grèves se généralisent dans Petrograd. La police charge, des 2 côtés on compte des victimes. Des postes de police sont saccagés, la tension monte irrésistiblement. Et là, le tsar lâche ses troupes pour mater la rébellion. Bain de sang. Mais une partie de la troupe rallie le camp des insurgés. Les rebelles s'arment, s'organisent, le pouvoir panique. La Douma est dissoute et un comité provisoire est nommé. Mais bientôt, c'est tous les régiments de la garnison de Petrograd qui se joignent aux révoltés. Le 2 mars 1917, abdique le tsar Nicolas II. Et pendant tout ce temps, chez les dissidents politiques russes exilés en Suisse, eh bien, on n'a rien vu venir. Février 1917, chute du tsarisme. Et donc, la première chose que les révolutionnaires veulent, c'est rentrer. Corinne Amacher. Quand Lénine il apprend qu'il y a une révolution qui a commencé en Russie, il pense que c'est une plaisanterie. Il ne le croit pas. Et donc, c'est vraiment la différence entre la révolution de février et la révolution d'octobre. Révolution de février, les partis politiques ne jouent pas un grand rôle dans la chute du tsarisme. C'est spontané. Mais par contre, ils vont ensuite rapidement reprendre la main. Alors effectivement, la révolution de février, c'est tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle surprend absolument, c'est une révolution sans révolutionnaires professionnels, parce que ceux-ci sont soit en déportation en Sibérie, Jean-François Fayet. Soit en exil. C'est vraiment un mouvement de l'intérieur, c'est une révolution de soldats, une révolution de paysans, et effectivement, la grande angoisse de Lénine, c'est les événements ont lieu maintenant qui sont tant attendus, il est indispensable de revenir. D'où cet enjeu, en fait, d'un retour rapide. Ils essayent de rejoindre la Russie et de rejoindre là où ça se passe, Petrograd, c'est-à-dire l'ancienne Saint-Pétersbourg qui a été renommée en 1914 parce que Sankt-Péterbourg, ça faisait beaucoup trop allemand comme nom. Éric Onob. En Russie, il y a des centaines de révolutionnaires qui sont libérés des camps de Sibérie ou des prisons et qui convergent vers Petrograd. Et ceux qui sont coincés en exil essayent de faire de même. Qui est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est particulièrement les alliés de la Russie. C'est-à-dire qu'alors même que en Angleterre, en France, on va se féliciter officiellement de la Révolution, qui d'ailleurs résout un problème idéologique, c'est-à-dire que officiellement la guerre de 14-18 du côté franco-anglais, c'était une guerre pour la liberté contre l'impérialisme allemand. Ah bah oui, mais sauf que entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme russe, il était assez difficile de faire la différence, que ce soit en termes de dictature, de monarchie absolue ou d'oppression de
petit peuple. Sauf que, même si officiellement les gouvernements démocratiques de France et d'Angleterre se félicitent du nouveau régime qui s'instaure en Russie, ils ont absolument pas envie de laisser passer des révolutionnaires qu'ils soupçonnent d'être des agitateurs qui pourraient semer le trouble. Donc en fait, c'est la France et l'Angleterre qui bloquent la sortie des révolutionnaires. Alors, j'aurais envie de dire que dans le cas de Lénine, on pourrait presque les comprendre, mais même des révolutionnaires qui sont pas sur la ligne de Lénine, des révolutionnaires russes qui vont dire maintenant que le tsarisme est tombé, on a une bonne raison de se battre contre l'Allemagne, c'est de défendre les acquis de la révolution. Mais même des révolutionnaires comme ça, on les laisse pas passer. Donc, étant bloqués pour un passage par les alliés de la Russie, eh bien, les révolutionnaires russes de Suisse vont commencer à explorer d'autres voies, et c'est un socialiste suisse, Fritz Platen, qui va commencer à négocier avec les autorités allemandes, sachant que la neutralité suisse permet à tout le monde d'être représenté en Suisse, autorité allemande, autorité française, britannique, etc., etc. Et donc, la condition qui est mise par les révolutionnaires russes, ça va être l'extraterritorialité de leur train, c'est-à-dire le fait qu'ils ne seront pas soumis à des contrôles par les autorités allemandes et qui n'auront donc quasiment pas de contact avec les autorités allemandes pendant la traversée de l'Empire allemand. Inversement, les autorités allemandes demandent aux révolutionnaires russes de s'abstenir de toute propagande vis-à-vis de la population allemande et singulièrement des soldats allemands. Évidemment que les Allemands trouvaient un intérêt à renvoyer des révolutionnaires en Russie, mais encore une fois, c'est bien parce que les puissances démocratiques d'Europe occidentale avaient refusé le passage aux révolutionnaires russes en exil que ces révolutionnaires russes, dont Lénine, ont été obligés de passer par l'Allemagne. Le départ se fait depuis Zurich, ensuite Schaffhouse, ensuite ils traversent l'Allemagne, ensuite ils traversent la mer Baltique en ferry, Stockholm, ensuite ils arrivent par la Finlande et enfin ils arrivent à Petrograd. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement un seul wagon, il y a 3 wagons successifs. Premier wagon, premier convoi avec Lénine et une trentaine de ses proches, puis ensuite en deuxième wagon avec des mencheviks, et puis en troisième wagon ensuite avec des personnes qui sont moins proches des grands leaders en fait politiques. Le voyage des bolcheviks à travers l'Allemagne provoqua force hurlements des partisans de la guerre. Certes, le gouvernement allemand, en autorisant notre traversée, s'était inspiré de cette conviction que pour chaque pays, une révolution était le plus grand malheur. Les Allemands pensaient que l'arrivée des émigrés internationalistes aiderait la révolution russe à prendre de l'ampleur. De leur côté, les bolcheviks considéraient de leur devoir de déployer en Russie la propagande révolutionnaire. La victoire de la révolution prolétarienne, tel était le but suprême de toute leur action. Ils ne s'intéressaient point aux considérations qui avaient déterminé l'attitude du gouvernement allemand bourgeois. Ils savaient que les partisans de la guerre chercheraient à les noyer dans la boue, mais ils savaient aussi que les masses ne manqueraient pas, en fin de compte, de suivre la voie bolchéviste. Nadejda Krupskaya, Ma vie avec Lénine, 1893-1917. Édition Payot, 1933. La Révolution. Et après ? Eh bien après, la lutte pour le pouvoir en Russie et les bolcheviks qui s'emparent du pays en octobre 1917 donnant naissance, dans un contexte de guerre civile et d'isolement international, à la Russie soviétique, premier régime communiste de l'histoire. C'est la fin de cette série documentaire podcast. Merci de l'avoir suivi.
Un 5e épisode attend. En forme d'épilogue, il comptera la trajectoire de 2 familles d'émigrés russes à Genève qui rêvaient de l'avènement d'une société nouvelle en Russie. Leur destin, lié tout autant à la révolution russe qu'à la Suisse et à l'Union soviétique, la professeure Corinne Amacher le rapportera dans un épisode spécial à découvrir le 23 janvier 2024 à l'occasion du centenaire de la disparition de Lénine. C'était Que tombe le tsar, une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Les lectures ont été réalisées par Pascal Vachou et Thierry Joran. Le mixage est d'Alan Mantilleri. La prise de son studio réalisée par All Sound. Cette série a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du fonds mécénat SIG, de la ville de Genève et de la commune de Carouge. Un remerciement tout particulier à nos partenaires, Maison de l'Histoire, Unité de Russe de l'Université de Genève, Bibliothèque de Genève.